Nouvelle-Calédonie, actualité. Diminuer les taxes sur les prix du carburant ou encore mettre en place le bouclier prix, ce sont les mesures du gouvernement pour lutter contre l'inflation. De son côté, l'UFC Que Choisir propose de supprimer les protections de marché ou encore de favoriser les circuits courts pour le même objectif. Pour commenter les mesures de l'institution et réagir, Philippe Lassos, administrateur au sein de l'Union fédérale des consommateurs, est notre invité ce soir. Des équipiers formés à réagir dans les situations d'urgence sanitaire où l'accès à l'eau potable est insuffisant. La Croix-Rouge française proposait cette semaine une formation WASH. De quoi s'agit-il? Réponse dans quelques instants. Les trésors des plus grands musées disponibles en un clic, situé au MK2, le premier musée numérique de Nouvelle-Calédonie va permettre aux visiteurs de découvrir des milliers de chefs-d'œuvre sur tablette ou écran géant. Reportage à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, une délégation de la commission infrastructure, transport et développement durable était en visite aujourd'hui à Lifou. Objectif, rencontrer les acteurs du développement, mais surtout se rendre compte des investissements réalisés par le gouvernement et en mesurer les enjeux. Les gestionnaires ont pu présenter les projets qui restent encore à réaliser et soumettre des doléances aux membres du Congrès. Henri Nailolo était parmi eux. Après les cérémonies coutumières au sein du conseil d'Erne et Djihou, la délégation du Congrès composée majoritairement de femmes s'est rendue à la province des îles. En l'absence du président Lallié, les visiteurs sont accueillis par une élue et par le secrétaire général au sein de l'hémicycle. Très heureuse de les accueillir parce que dans les discussions au niveau du Congrès, il y a beaucoup de discussions politiques qui sont menées sur des sujets qui touchent à nos réalités ici aux îles. Et c'est important que cette commission infra se déplace vers nous. À l'issue des cérémonies d'accueil, direction le port de Oué. Sur place, les gestionnaires ont montré les investissements réalisés et présenté les perspectives qui restent à mener. CMI. Nous sommes à travers CMI, donc 270 mètres carrés de travées. Donc on a 3 travées de 270 mètres carrés. Le port va investir prochainement sur la réhabilitation du wharf métallique ainsi que sur l'aménagement d'une station photovoltaïque pour l'alimentation électrique en énergie durable sur le site de Oué. Les visiteurs se sont ensuite rendus devant les locaux du Beticho avant de poursuivre leur visite dans cette petite usine de transformation des déchets de poissons en passant par la poissonnerie. Quelques mètres plus loin, le gestionnaire de la marina de Oué les a accueillis et leur a soumis 2 doléances. En termes d'équilibre, on est encore loin du compte. Donc c'est pour ça qu'on demande et on fait appel aux membres du gouvernement qui sont venus tout à l'heure et du Congrès, car cette pompe à essence qui serait un produit d'appel excellent pour nous, le fait d'avoir une permanence douanière et police aux frontières, je pense qu'on pourrait arriver à plus ou moins trouver l'équilibre budgétaire. Il reste des choses à faire, donc en termes de perspectives, effectivement, on a eu à rencontrer aussi la province des îles, notamment au niveau des demandes, par exemple en termes de mise en place d'une station pour les professionnels, les pêcheurs, les usagers du port. Et on verra aussi par la suite, au niveau de l'aérogare de Wanaham, effectivement, d'apprécier les travaux qui ont été réalisés pour la restitution et l'ouverture prochaine du nouvel aérogare de Lifou. Ensemble pour l'avenir, c'est la nouvelle bannière loyaliste rassemblant la majorité présidentielle calédonienne, Républicains calédoniens, Calédonie Ensemble, Génération NC et le mouvement populaire calédonien ont ainsi annoncé aujourd'hui se rassembler et de créer au Congrès un groupe politique d'union loyaliste. Révision de la TGC, création de chèques redistributifs de pouvoir d'achat. Le plan de travail engage les réformes fiscales du gouvernement, a été adopté et sera donc engagé dans les prochaines semaines. Certaines mesures concernent les domaines de l'énergie, de l'alimentation et des produits importés. Les précisions avec Océane Zobler. Dans le domaine de l'énergie, des concertations seront engagées avec les opérateurs pétroliers afin de diminuer le prix public du carburant. En ce sens, un projet de délibération visant à diminuer les taxes sur les prix des carburants sera soumis au Congrès. Des taxes sur la transition énergétique et sur les produits pétroliers qui représentaient en 2021 40% du prix de l'essence et 30% du prix du gasoil.
Autre mesure, un arrêté sera pris par le gouvernement pour amener le taux de TGC sur les carburants actuellement de 3 à 0%. Enfin, 2 aides financées par la Nouvelle-Calédonie sont à l'étude pour les ménages les plus modestes, une aide concernant la hausse de la facture d'électricité et une autre sur le prix du plein d'essence. En ce qui concerne l'alimentation, un bouclier qualité-prix sera mis en place sur un panier de fruits et légumes et sur la viande et le poisson pour un montant maximum de 5 000 francs. Il y aura également des prix plafonnés d'au moins 50 produits de grande consommation dans tous les commerces et grandes surfaces. Le gouvernement souhaite également mettre en place une surveillance active des prix, des premières mesures qui devraient être adoptées prochainement. Puis la semaine prochaine, d'autres mesures devraient être proposées, en particulier pour le domaine de la construction. Alors que le gouvernement Mapou actionne un plan de travail contre la vie chère, UFC Que Choisir, dans un communiqué publié ce matin, propose des mesures pour permettre de préserver le pouvoir d'achat des Calédoniens. Philippe Lassos, administrateur de l'Union fédérale des consommateurs. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, que pensez-vous de ces premières mesures que nous venons d'entendre ? Disons que l'essence est un produit phare pour le Calédonien puisqu'on utilise beaucoup notre voiture et donc c'est vrai que l'impact du prix de l'essence sur la vie calédonienne est très fort. Donc la réduction qui est proposée, qui représente à peu près, je crois, une vingtaine de francs par litre, si j'ai bien fait mes calculs, est une mesure qui est importante en termes de coûts et de réduction de coûts pour le consommateur. Mais la contrepartie de ça, c'est qu'il y a un manque à gagner en termes d'argent public, puisque c'est une réduction de taxes. Donc, quand on parle d'un autre côté d'augmenter la pression fiscale par des mesures nouvelles ou d'autres mesures, il y a un arbitrage à faire entre favoriser le pouvoir d'achat du consommateur, ce qui est notre point de vue, et je peux le développer plus tard, ou alors, effectivement, augmenter la pression fiscale. Donc, c'est un choix politique qui est assez difficile, parce qu'il faut trouver le bon compromis. Nous considérons que dans l'état actuel des choses de la Nouvelle-Calédonie, qui est un petit marché face à une situation qui est exceptionnelle sur le plan mondial, avec notamment toute une pénurie de différents produits dans différents domaines qui sont liés en fait à la période de Covid où en fait les usines ont peu travaillé ou pas travaillé du tout. Ensuite, la guerre de l'Ukraine qui en fait a un impact sur les produits agricoles qui est immense et sur les produits pétroliers. Enfin, le fait que localement, dans la zone Pacifique, on a vécu quand même des épisodes pluvieux extrêmement importants et donc les productions agricoles dans la zone Pacifique ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer dans une année normale. Tout ceci fait qu'on est dans une situation où on a un risque très fort de pénurie. Et le premier problème que la Nouvelle-Calédonie devra assumer, c'est la sécurité de ses propres approvisionnements. Nous sommes un petit marché, ça veut dire que vis-à-vis, si on prend la position des exportateurs étrangers, ils vont privilégier en fait les gros clients, ils vont privilégier les clients réguliers, et puis la Nouvelle-Calédonie, c'est un peu la 5e roue du carrosse. Alors justement, dans votre communiqué publié ce matin, vous faites l'énoncé de certaines préconisations. Une des premières propositions que vous faites, c'est de lever les quotas d'importation. Est-ce que vous pensez que c'est le bon moment, effectivement, pour que ces mesures soient mises en place ? Ce que nous avons constaté, moi j'ai regardé le rapport de l'agence rurale. Aujourd'hui, la Calédonie produit moins de 50% des produits agricoles dont elle a besoin à titre commercial. Je ne parle pas des échanges entre tribus, là je parle vraiment de ce qui est vendu sur le marché. Donc par exemple, le fait de penser qu'on peut avoir l'autonomie alimentaire en Nouvelle-Calédonie, c'est complètement illusoire. On ne peut pas doubler du jour au lendemain la production, ça n'a aucun sens. Donc déjà, on est très en dessous de nos besoins. Ensuite, quand on regarde les quotas alimentaires, ils sont consommés à moins de 50%. Ça veut dire qu'en fait, on est quasiment libre d'importer comme on veut, sauf qu'on ne peut le faire que sous contrainte de quotas. Ça veut dire que, vu du point de vue des importateurs, qui sont responsables de leur entreprise, ils ne peuvent pas prendre des engagements sur le long terme et donc assurer une sécurité d'approvisionnement et de prix, parce qu'ils sont tenus de respecter les quotas auxquels ils ont accès. Donc supprimer les quotas, ça aura pour effet de permettre à ces importateurs calédoniens d'avoir des contrats à long terme avec leurs fournisseurs et donc d'améliorer la sécurité des approvisionnements de la Nouvelle-Calédonie et aussi probablement de diminuer les prix.
Alors vous parlez aussi de favoriser les circuits courts. Alors ça c'est aussi une spécificité de la Nouvelle-Calédonie, c'est qu'en fait les grosses entreprises, je pense à des grandes marques que je ne citerai pas, doivent passer par des grossistes pour pouvoir approvisionner leurs produits locaux. Bon, pourquoi faire intervenir un grossiste alors qu'il y a la masse suffisante pour passer des contrats directs avec les producteurs, sachant que l'intervention du grossiste amène facilement 100, 200, 300 francs de plus au kilo sur des fruits et légumes. Donc là aussi, faciliter les circuits courts, que ce soit pour les grosses entreprises ou pour le particulier qui puisse avoir accès, je dirais, aux producteurs directement. Comme ça se pratique en métropole d'ailleurs ou dans d'autres pays, c'est pas nouveau. Je pense que c'est une manière aussi de préserver le pouvoir d'achat et donc de diminuer les coûts sur des produits, des fruits et légumes qui sont quand même des produits qui sont réputés nécessaire pour notre santé puisqu'on préconise 5 fruits et légumes par jour pour pouvoir se prémunir du diabète ou de maladies cardiovasculaires ou de choses comme ça. Donc je veux dire, c'est également un enjeu de santé publique. Alors Patrick Lassos, le gouvernement parle de veille active sur les produits et vous parlez de renforcer les moyens de contrôle de la DAE et de lui affecter des recettes de verbalisation des contrevenants. Alors il est temps pour vous de faire de la répression, c'est ça ? Disons qu'aujourd'hui, malheureusement, quand on discute avec la DAE, on s'aperçoit que leurs moyens sont assez limités, qu'il y a peut-être des contrôles qu'ils souhaiteraient faire et qu'ils n'arrivent pas à faire parce qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens. Je pense qu'on ne peut pas avoir une politique incitative, une politique dans laquelle on a des enjeux d'argent public, sans qu'il y ait un contrôle derrière de vérifier que ce que l'on a voulu faire, que les objectifs sont tenus et que les partenaires privés ou publics respectent les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis de tous les Calédoniens et vis-à-vis du gouvernement en particulier. Donc pour ça, il faut un organisme de contrôle. Et il faut sanctionner les personnes qui ne respectent pas le contrat social qui a été passé entre le gouvernement, les Calédoniens et puis le secteur privé. Et c'est le rôle de l'autorité de la concurrence, normalement. C'est le rôle de l'autorité de la concurrence. Alors, le rôle de l'autorité de la concurrence, c'est de s'assurer qu'effectivement, il y a une concurrence qui se fait dans un secteur donné, mais les contrôles, eux, sont faits par la DAE. Il y a un peu un partage des responsabilités. C'est peut-être une clarification d'ailleurs que la puissance publique devrait faire, de manière effectivement à ce qu'on ait un organisme de contrôle, un organisme qui s'assure effectivement que la concurrence existe et essaie de faire des préconisations pour améliorer la situation. C'est l'autorité de la concurrence. Donc je pense qu'il y a un double rôle de ce point de vue-là. Et ce sont deux organismes qui peuvent être distincts. Aujourd'hui, c'est plutôt la responsabilité de la DAE de faire les contrôles et la responsabilité de l'autorité de la concurrence de veiller à ce que la concurrence soit loyale au sein des entreprises. Philippe Lassos, administrateur au sein de l'Union fédérale des consommateurs, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous. Une journée pour sensibiliser à la non-violence éducative, c'est ce qui va être proposé demain à Nouméa, à l'hôtel Gondwana. Enfants, parents, professionnels, cet événement est ouvert à tous. Je vous propose d'écouter Laurine Maurice, organisatrice de cette 4e édition. Je pense qu'effectivement le besoin est là. Il y a une loi qui interdit d'élever un enfant dans la violence physique ou psychologique. Pour autant, il y a peu, voire pas d'accompagnement à ce niveau-là. Donc je pense qu'il y a besoin effectivement de donner des ressources. En fait, la journée de la non-violence éducative, c'est une journée qui a pour but de donner de l'information et des ressources aux personnes qui souhaitent accompagner les enfants dans la douceur et le respect mutuel, donc sans violence physique ou psychologique. Laurine Maurice, interrogée par Audrey Pouedy. Une formation traitement des eaux en situation d'urgence, c'est ce qu'ont suivi 15 futurs équipiers WASH pour eau, assainissement et hygiène, proposée par la Croix-Rouge française. Cette formation qui s'est déroulée du 30 avril au 8 mai permet également d'évaluer l'interaction des stagiaires dans un groupe et la gestion du stress. Michel Pimbé. De par notre expérience, on vous a préparé une liste de matériel qu'il faudrait que vous chargiez dans les véhicules qui vont partir avec la LOG jusqu'à Tontouta. Les 15 bénévoles de la Croix-Rouge se préparent en urgence à intervenir sur l'île de Gaïa à la suite d'une catastrophe naturelle. Leur mission, produire de l'eau potable pour la population. Ceci est un exercice appelé WASH pour eau, hygiène et assainissement. Parmi eux, Marie-Hélène, sélectionnée parmi 45 candidats. Tout ce qui est petit matériel, vous pouvez déjà charger s'il vous plaît les 2 caisses chimie,
associé avec les SEAU dans la Gigi Mobile. Il faut qu'on soit prêt en cas de véritable déploiement à avoir les bons gestes et à ne rien oublier pour pouvoir être efficace et compétent sur le terrain. Là, on est vraiment en phase de formation. La plupart de nous ne sommes jamais partis en déploiement et donc on se forme dans ce but. En 2013, Adrien a participé à une mission humanitaire aux îles Fidji après le passage du cyclone Evan. Pour lui, cette formation recrée parfaitement les conditions de préparation des urgences sanitaires. Ok, Pélecaire, Adrien. Par contre, monsieur, vous n'êtes pas dans la liste qui a été envoyée par le coordinateur. Donc apparemment, je ne peux pas embarquer. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose et de contacter les autorités de l'aéroport? Ça va très vite. Il y a vite un peu de pression, un peu de tension et il ne faut rien oublier. En même temps, on reçoit énormément d'informations sur tout ce qu'on doit prendre avec nous, sur la situation du pays dans lequel on part, sur la situation de la catastrophe, les gens avec qui on va devoir échanger. En plus des compétences techniques, ils sont aussi évalués sur leur capacité à interagir dans un groupe et de gérer leur stress. Simon, le formateur spécialisé dans ce domaine, est arrivé du Liban pour valider cette formation. On va devoir, les former et les tester en conditions de stress. Donc c'est pour ça qu'on a cette simulation opérationnelle où on joue des jeux de rôle pour pouvoir s'assurer qu'ils résistent au stress, qu'ils n'oublient pas tout ce qu'on leur a appris et qu'on est en mesure de les déployer pour qu'ils apportent une aide efficace et qu'ils ne soient pas contre-productifs ou qu'ils nuisent. S'ils valident ce stage dès demain, ils intégreront l'équipe eau, hygiène et assainissement déjà existant en Nouvelle-Calédonie. Ils feront alors partie des 20 bénévoles déployables entre 24 heures et 48 heures dans la zone Pacifique ou au pays selon les urgences. Et dans le volet culture, MK2 fait dans l'innovation en ouvrant le premier musée numérique du pays. Le projet Microfolie, c'est des milliers de chefs-d'œuvre disponibles en un seul clic, en collaboration avec 12 établissements culturels nationaux fondateurs tels que le Louvre, le Quai Branly ou l'Opéra national de Paris. Dès demain, vous pourrez de Dembéa voyager à travers les arts. Un reportage est signé Ismaël Wakaseou. Difficile à croire, mais cette petite salle de 65 mètres carrés abrite 44 000 œuvres d'art issues de 12 musées célèbres du monde entier. Certains proviennent de l'un des plus beaux musées parisiens, le Louvre, surréaliste et pourtant... Là, nous sommes sur une œuvre du Louvre qui s'intitule Les Noces de Cana et je la découvre complètement puisque je ne connaissais pas cette œuvre. Je trouve ça magique. Oui, on voyage en étant assise sur un fauteuil. Voilà, on a l'impression de l'avoir rien que pour soi. On a une impression d'intimité aussi avec l'œuvre, le fait d'être dans une salle, voilà, et d'avoir à disposition toutes ces œuvres de grands musées nationaux et internationaux. Oui, grâce à ce dispositif numérique, le visiteur peut se laisser transporter au pied de la plus connue des œuvres d'art et ce, gratuitement. Donc on peut retrouver le musée du Louvre, le musée d'Orsay, le musée du Quai Branly, la Philharmonie de Paris. Donc voilà, le principe c'est de pouvoir s'installer et de pouvoir accéder sur une tablette à plusieurs milliers de ressources culturelles et artistiques en un même endroit. Alors ce tableau, il représente le premier miracle de Jésus-Christ, quand il a transformé l'eau en vin. Préparez votre futur voyage artistique. L'ouverture se fera au public ce samedi 7 mai dès 9h au MK2 d'Ambéa. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.